La ville de Kichanga est sous contrôle du groupe d'autodéfense Wazalendo depuis hier lundi. Les terroristes du M23 ont été repoussés de ce coin du Nord Kivu. C'est 10 octobre, c'est un grand jour pour un grand manager, leader et icône de la presse congolaise. Il s'agit de Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, qui célèbre ses 57 ans d'âge. Vous suivrez dans ce journal la surprise réservée par le personnel de Télé 50 et Radio à cette occasion. Le conflit israélo-palestinien a été de nouveau ravivé samedi après l'offensive surprise lancée par le Hamas contre Israël. En représailles, l'État hébreu a ordonné lundi un siège complet de la bande de Gaza contrôlée par le mouvement islamiste palestinien. Un nouvel épisode meurtrier d'un conflit qui prend sa source au milieu du XXe siècle. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour vous informer sur Télé 50. Le mouvement du M23 a admis la perte de la ville de Kichanga, située dans la province du Nord Kivu. Cette ville est désormais entre les mains du groupe d'autodéfense Wazalendo depuis lundi. Les terroristes du M23 ont été repoussés de la région par ces jeunes résistants. Les nouvelles sont de plus en plus mauvaises pour les ennemis de la République démocratique du Congo. La coalition RDF M23 est actuellement en difficulté et peine à résister face à la détermination du groupe d'autodéfense Wazalendo qui gagne de plus en plus de terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Après avoir récupéré les villages Nturo et Kilolirwe, les Wazalendo ont réussi à prendre le contrôle de la ville de Kichanga en territoire de Massissi, autrefois occupés par les M23. Ils ont neutralisé plusieurs éléments du mouvement du 23 mars selon les sources locales. Désemparés, les terroristes du M23 ont reconnu la perte de la ville de Kichanga depuis lundi dernier. Les affrontements entre le groupe d'autodéfense Wazalendo et les M23 ont provoqué le déplacement des plus de 2000 civils qui ont trouvé refuge sur une base de la MONUSCO à Kichanga. Pendant ce temps, les forces armées de la République démocratique du Congo disent respecter scrupuleusement le cessez-le-feu voulu par les chefs d'État signataires des accords de Nairobi et Luanda. Dans un communiqué rendu public ce mardi, l'armée loyaliste a accusé les rebelles du M23 de massacrer les populations RD congolaises dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre dans le groupement Kisigari en territoire de Rutshuru sous prétexte que ces dernières collaborent avec les Wazalendo dits patriotes. Les députés provinciaux Bayengo Mufunza a plaidé pour que le Nord Kivu et l'Ituri soient déclarés zones sinistrées. Son plaidoyer est contenu dans une pétition ayant déjà atteint plus de 100 000 signatures. La démarche de cet élu de Béni consiste à solliciter des allègements fiscaux en faveur de ces deux provinces en proie aux violences armées. Je suis venu déposer personnellement l'expression de la population à travers une pétition. La pétition tendant à obtenir les allègements fiscaux et la proclamation de la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu en zone sinistrée. C'est une demande pressante de la population, d'autant plus qu'elle vient de réaliser plus d'une décennie en train de souffrir. La population ne fait qu'enregistrer des massacres, tueries, incendies de véhicules, les marchandises consommées sur plusieurs axes de la province du Nord Kivu, où on enregistre des groupes armés, les champs ne sont plus exploitables et accessibles, d'où on ne fait qu'enregistrer la misère de cette paisible population. Il appartient donc au chef de l'État, en tant que garant de la nation et père de tous les Congolais, d'exploiter minutieusement cette pétition qui exprime une sollicitation, une demande de la population longtemps souffert. Si le chef de l'État peut directement prendre cette mesure conformément à l'article 27 de la Constitution en vigueur en RDC. C'est le souci majeur de cette paisible population paupérisée pendant plus d'une décennie. La force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est devra quitter la RDC d'ici le 8 décembre prochain, conformément à un accord convenu, en raison de l'absence des résultats satisfaisants sur le terrain. C'est le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui est revenu lors du briefing presse d'hier.
C'est au cours du briefing hebdomadaire que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a fait cette annonce, levant ainsi l'équivoque sur le départ ou non de la force régionale du sol congolais. La force régionale de l'EAC doit quitter la République démocratique du Congo d'ici le 8 décembre, tel que convenu, parce qu'elle n'a pas été en mesure de résoudre le problème, notamment celui du M23 qui bloque depuis 2 mois le processus de précantonnement conformément aux accords signés à Luanda, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Cette précision apportée par Patrick Mouyaya vient couper court à toute rumeur faisant état d'un prochain renouvellement du mandat de la force régionale sur le sol congolais. Ce briefing hebdomadaire était animé conjointement par les ministres Mouyaya et son collègue de la Santé. Ce dernier a déclaré concernant notamment la couverture santé universelle que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, veut que la santé soit un droit et non un privilège. Je l'ai annoncé au sommaire, Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, fête ses 57 ans d'âge ce mardi 10 octobre. Tous les personnels de Télé 50 ainsi que l'ensemble de millions de téléspectateurs dans le monde ont souhaité joyeux anniversaire à l'icône de la presse congolaise. On va revivre l'ambiance qui a régné ce matin dans son bureau et suivre le vœu de Télé 50 exprimé ici par Fabien Lumbala. C'est un honneur pour nous de venir vous présenter nos vœux pour votre anniversaire. Nous rendons grâce à Dieu, comme il a voulu d'ajouter encore une année à votre âge, que son nom soit glorifié, et qu'il vous garde davantage, et qu'il vous donne encore l'intelligence et la sagesse. Alors c'est un motif de reconnaissance à Dieu pour la vie qu'il lui donne. Nous souhaitons qu'il puisse encore vivre très longtemps et qu'il soit fort et qu'il soit aussi à l'écoute de son Créateur. Amen. Bon vent, beaucoup de bonheur, soyez toujours forts et soyez sages, parce que maintenant c'est la sagesse. On est heureux que parmi les siens, je ne savais pas, ça me touche énormément que voilà, vous ayez ces petits gestes pour moi. J'ai même vu d'ailleurs le polo cadeau de mon fils. Ouais. Okay. Voilà notre leitmotiv, c'est le Congo. Voilà le symbole qui est sur mon bureau. J'aime Kai comme ça. Il est clair, clean, comme le cristal, mais dur, comme le roc. Voilà. Il faut être comme ça. Et c'est un homme juste. Et je veux que vous soyez comme ça. Accusé de détournement des deniers publics et pour avoir surendetté la ville de Kinshasa, une motion de défiance a été initiée contre le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, par les députés provinciaux. C'est ce qui ressort d'un communiqué signé par le rapporteur de l'organe délibérant Junior Nembalemba. Une motion de défiance a été initiée contre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, par l'Assemblée provinciale, signalé lors d'un communiqué officiel rendu public par les rapporteurs de cet organe délibérant, Junior Nembalemba, ce lundi 9 octobre. Cette motion de défiance fait suite aux accusations portées contre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, notamment les détournements des deniers publics et le surendettement de la ville de Kinshasa, précise ce communiqué et qui renchérit qu'une commission est mise en place pour examiner cette motion de défiance ce mercredi 11 octobre. Dans la même optique, ce communiqué précise que le gouverneur de la ville de Kinshasa devrait présenter ses moyens de défense dans les jours à venir. Par ailleurs, le président de l'Assemblée provinciale Godin Poy avait révélé que la ville de Kinshasa aurait accumulé une dette estimée à plus de 150 millions de dollars américains en l'espace de 3 ans. De son côté, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa avait rejeté ces allégations. Et pourtant, Godin Poy a affirmé ses propos avec plus de 6 documents des demandes d'emprunt formulées par le gouverneur Jean-Tini Ngobila, signalant que l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouvernement provincial entretiennent des relations tendues depuis quelques jours. Et de l'autre côté, impayés depuis plusieurs mois maintenant, les députés provinciaux montent au créneau et réclament leur dû depuis 2 semaines. Ils ont décidé de passer nuit cette fois devant la cité de l'OUA pour manifester leur ras-le-bol et attirer l'attention du chef de l'État concernant cette situation.
Après une semaine mouvementée dans la province du Lualaba, où le chef de l'État a inauguré plusieurs infrastructures, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a remercié la population de cette province pour l'accueil réservé au couple présidentiel. C'est le coordonnateur de la cellule de communication et presse du gouvernement provincial du Lualaba, Josué Mouyumba, qui a lu ce message. Lualabaises et Lualabais, chers compatriotes, me voici une fois de plus devant vous pour vous faire parvenir le message de remerciement de la gouverneure du Lualaba. Madame Marie-Thérèse Masuka Saini a été vivement touchée de la manière dont vous avez été plus que nombreux à accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était ici au Lualaba, particulièrement à Kolwezi, pour la deuxième fois, le mercredi 4 octobre 2023. Vous avez démontré à la face du monde, à la face du pays tout entier, que vous aimez votre président, vous aimez votre gouverneur. Marie-Thérèse Masuka Saini vous remercie de tout cœur. Vous remercie sincèrement parce que vous avez suivi massivement son appel à l'accueil du premier citoyen du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était ici au Lualaba, accompagné de la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Masuka Saini, gouverneur de province, remercie vivement aussi les Lualabais, les officiels et autres qui ont travaillé dans différentes commissions. Vous étiez au four et au moulin. Vous avez passé, pour certains, des nuits blanches pour peaufiner des stratégies, pour mettre la main à la pâte, afin que dans tous les compartiments, qu'il n'y ait pas de faille, que tout se déroule de manière impeccable. C'est ce qui a été observé, c'est ce qui a été enregistré. Elle vous remercie sincèrement. Elle vous remercie de tout cœur parce que vous avez été à la hauteur de votre tâche. Et la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga, a participé au forum international de vaccination organisé par la fondation Bill et Melinda Gates. De retour au pays, elle a soutenu les dépôts de la candidature du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avant de regagner Kamina, chef-lieu de sa province. Après son séjour dans le pays de l'oncle Sam, elle a participé au forum sur la vaccination parrainé par la fondation Bill et Melinda Gates dans la province du Haut-Lomami. L'honorable docteur Yumba Kalengai Mushimbi Isabelle s'est rendue à Kinshasa où elle a pris part à l'investiture du président de la République Félix Tshisekedi. Après Kinshasa, Yumbi Kalengai Mushimbi s'est rendue à Kamena après avoir bénéficié d'un accueil chaleureux à sa descente d'avion, des militaires et notables, ainsi que plusieurs forces vives du Haut-Lomami. L'honorable docteur Yumba Kalengai Mushimbi Isabelle a réitéré son accompagnement au chef de l'État. En tout cas, je vous rassure, comme je l'ai toujours dit, vous savez, la procédure, c'est un temps, ça prend du temps. Il y a des préalables, mais nous avons maintenant déjà avancé. Ce qui concerne la nationale numéro 1, les fonds ont été versés. C'est avec Foner et notre office de route ici peut vous rassurer que l'argent est déjà payé de Luela à Kamina. Nous avons des fonds qui sont déjà payés où les grands travaux ont eu cet argent de Kamina à Kanyama Monedi. Donc, et aujourd'hui, si on s'arrête là, vous voyez ce que ça va donner. Juste après cela, l'autorité provinciale a visité les œuvres en cours d'exécution à l'hôpital général de Kamina. Une nouvelle maternité qui répond aux normes voit le jour pour assurer une meilleure couverture santé pour un meilleur accouchement. Une morgue en construction sort petit à petit de terre aux dimensions mondiales, l'un des fruits de la vision du chef de l'État sur le point sanitaire. Satisfaite, l'autorité a félicité l'équipe à pied d'œuvre pour son engagement. C'est le beau bâtiment qui nous reste aujourd'hui dans le Haut-Lomami. Nous pouvons bien l'entretenir pour que demain aussi, ceux-là qui viendront après nous bénéficient de tout ce que nous bénéficions aujourd'hui. Voilà pourquoi on se dit on est là et on est satisfait de ce que nous venons de voir. Pour conclure sa visite en beauté, l'honorable Yumbi s'est lancé dans le social. Cette dernière a pris en charge les frais d'hospitalisation des malades et aussi les accouchés de la maternité qui se trouvaient dépourvus de moyens.
En santé toujours, c'est l'aboutissement d'un long et ardu combat, la prise en charge de façon holistique et à long terme des enfants autistes en RDC. Après des actions ponctuelles, l'ASBEL Never Limit Children a ouvert son tout premier centre d'accueil à Kinshasa. Il aura pour mission l'encadrement des enfants souffrant du trouble du spectre autistique en vue de leur inclusion sociale. C'est ce lundi 9 octobre qu'est intervenue la cérémonie d'inauguration du centre d'accueil. Malgré la pluie fine qui a arrosé Kinshasa le matin, les différents partenaires ont tous monté le quartier Macampagne, où se trouvent les installations des Kitumaini. Un honneur et une joie pour Mado Madia, présidente des Never Limit, qui voit se réaliser un rêve, l'accompagnement des enfants autistes en vue de leur inclusion sociale. Pour les parents des enfants autistes qui autrefois étaient désespérés, voilà que NLC, par le biais de Centre Kitumaini, vous ramène l'espoir. Donc n'hésitez pas. Nous allons vous rassurer surtout que l'encadrement de vos enfants, si vous avez le temps de venir passer visiter, nous nous sommes arrangés en tout cas d'apporter, je ne dirais pas le maximum, mais l'essentiel pour l'accompagnement de nos enfants. Après la coupure du ruban symbolique, les invités ont visité les salles où les enfants seront encadrés en suivant les explications de la présidente de l'ASBEL. Cette salle, c'est une manière de calmer les enfants parce qu'il y a plusieurs objets qui chercheront à expérimenter par le toucher, par le son, par les couleurs et différentes lumières. Ce premier centre d'accompagnement de NLC a une capacité d'accueil des plus de 15 enfants par période. Dans la suite du projet, Never Limit Children compte créer d'autres centres dans d'autres communes afin d'atteindre les familles des coins les plus reculés. Et dans le reste du continent, au Libéria, le premier tour de l'élection présidentielle a lieu ce mardi 10 octobre. Dans la course, l'ancien joueur de football et président sortant George Weah et 19 autres candidats, dont son principal opposant Joseph Boakai. Plus de 1 million d'électeurs sont appelés aux urnes dans ces pays anglophones d'Afrique de l'Ouest qui rêvent le développement et la paix après des années marquées par les guerres et les épidémies. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h et fermeront à 18h. Il s'agit des élections sénatoriales, législatives et présidentielles. Pour plusieurs observateurs, l'élection présidentielle devait être un remake de 2017 où George Weah et Joseph Boakai du principal parti de l'opposition étaient arrivés au second tour. Élu une première fois en 2017, George Weah a défendu son bilan économique. Écoles et hôpitaux ont été construits. Bon nombre de Libériens ont y accès à l'électricité. Le président sortant a promis de faire construire des nouvelles routes, de créer des emplois et de poursuivre la guerre contre la corruption. De son côté, Joseph Boakai, 78 ans, veut sa revanche sur George Weah, contre qui il a perdu au second tour en 2017. Il promet de redorer le blason du pays, de développer des infrastructures et d'améliorer la vie des plus démunis. Il met en avant sa probité, accusant George Weah de servir un système corrompu. La Commission nationale électorale, l'ANEC, commencera à rendre publics les résultats à partir du lendemain au fur et à mesure du décompte et communiquera les résultats définitifs dans les 15 jours. Au Niger, l'état-major français a indiqué les débuts de retrait de ses troupes au Niamey ce mardi. Cela fait suite à la pression exercée par les nouvelles autorités après la prise du pouvoir le 20 juillet, renversant ainsi le président déchu Mohamed Bazoum. 1400 soldats français en attente d'embarquement, décision prise par de nouvelles autorités après un coup d'État, dont à la tête Abdourahmane Tiani. Un bras de fer qui a opposé deux États, autrefois alliés, réclamant ainsi le départ des troupes militaires et diplomatiques françaises sur le sol nigérien, dont les débuts avaient été annoncés et corroborés par le président français Emmanuel Macron. Peu de voies utilisables pour quitter le Niger, les frontières terrestres sont fermées avec le Bénin et le Nigeria. Et les Nigériens interdisent le survol de leur territoire par des avions français, civils et militaires, sauf sur autorisation de dérogation. Les autres frontières ont été rouvertes avec 5 pays. Il s'agit de l'Algérie, la Libye, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad,
où se trouve le commandement des forces françaises au Sahel, basé à Djamena. L'Algérie a annoncé ce mardi la suspension de sa médiation d'un semestre avec le Niger, basé sur des discussions politiques inclusives pour remédier à la crise au Niger. En international, pas de cessez-le-feu entre Israël et Palestine. Les frappes israéliennes se sont poursuivies durant la nuit de lundi à mardi sur la bande de Gaza. L'enclave est désormais sous siège total de l'armée israélienne. C'est en réponse de l'attaque surprise lancée samedi par le Hamas. Le bilan ne fait que s'accroître. Benjamin Moudiata revient sur la situation actuelle du conflit. Entre le bilan qui ne cesse de grimper et les tendances qui restent divergentes dans cette guerre, les mondes entiers a les yeux tournés vers Gaza. À en croire l'armée israélienne, plus de 900 Israéliens ont été tués depuis les débuts de l'offensive le week-end dernier. Les ministres israéliens de la Santé a également fait état de près de 3000 blessés. Côté palestinien, 687 personnes ont été tuées et près de 4000 blessés selon les autorités locales. L'armée israélienne a indiqué ce mardi matin avoir retrouvé environ 1500 corps des combattants du Hamas en Israël. Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza ont rasé 790 logements et ont gravement endommagé 5330. A déclaré tout ce matin les bureaux de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Les dégâts causés à 3 sites d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont coupé les services à 400 000 personnes. Mais les sujets qui inquiètent le plus côté israélien, c'est les réchauffements à la frontière israélo-libanaise, où la situation s'est dangereusement endommagée hier après l'infiltration en Israël d'un groupe de combattants du djihad islamique en Palestine en provenance du camp du Liban. D'après les médias locaux, la riposte israélienne a duré 8 heures, avec la participation d'hélicoptères, de combats et d'artillerie lourde. Des dizaines d'obus se sont attendus aux alentours d'au moins 5 localités libanaises et une installation de surveillance du Hezbollah dressée à la frontière a été directement touchée par une roquette. Les présidents de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui depuis un temps s'affiche comme médiateur dans ces conflits, a eu hier une conversation téléphonique avec le Premier ministre de Malaisie, Anwar Ibrahim. Selon la déclaration de la direction de la communication de la présidence turque, le chef d'État et les premiers ministres Ibrahim ont discuté des derniers développements dans le contexte israélo-palestinien. Erdogan ne cesse d'appeler les deux parties à la prise de conscience, car selon lui, une paix durable au Moyen-Orient n'est possible que par un règlement du conflit israélo-palestinien. En sport, c'est depuis hier que les Léopards rejoignent la tanière en prélude de 2 matchs amicaux prévus les 13 et 17 octobre précisément contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Ces matchs tests vont permettre au sélectionneur Sébastien Desabre de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui démarre au mois de novembre prochain. Ils sont très contents de rejoindre la tanière. Quelques nouveaux et anciens léopards ont déjà posé leurs valises à Murcie en Espagne pour la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce premier contingent a été accueilli par Sébastien Desabre dans une ambiance conviviale. Si les anciens savent déjà les climats qui règnent au sein de la tanière lors de rassemblements, les nouveaux ont hâte de les découvrir, à l'instar de Simon Banza, attaquant du FC Braga. Je suis très content d'être parmi les léopards. C'est une fierté pour moi, pour ma famille, pour les gens qui m'entourent, pour mes amis. Et je suis très content d'être ici, de découvrir les autres. C'est une nouvelle aventure pour moi. Donc voilà, j'apprends à connaître les autres coéquipiers. Il y en a que je connaissais déjà. Donc voilà, je suis content, je suis à l'aise. Ça se passe bien et j'espère qu'on va vivre des belles choses sur les 2 prochains matchs. Les léopards qui ont eu une séance de décrassage vont s'entraîner ce mardi sous la houlette de Sébastien Desabre en prélude de 2 matchs amicaux dont le premier est prévu le 13 octobre contre la Nouvelle-Zélande et le second le 17 contre l'Angola au Portugal. Entre-temps, d'autres fauves sont attendus au lieu du rassemblement, le temps d'obtenir leur visa pour l'espace Schengen. Place au rappel des titres. La ville de Kichanga est sous contrôle du groupe d'autodéfense Ouazalendo depuis hier lundi. Les terroristes du M23 ont été repoussés de ce coin du Nord Kivu.
Et ce 10 octobre, c'est un grand jour pour un manager, leader et icône de la presse congolaise. Il s'agit de Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, qui célèbre ses 57 ans d'âge ce mardi. Vous avez suivi dans ce journal la surprise réservée par le personnel de Télé et Radio 50 à cette occasion. Le conflit israélo-palestinien a été de nouveau ravivé samedi après l'offensive surprise lancée par le Hamas contre Israël. En représailles, l'État hébreu a ordonné lundi un siège complet de la bande de Gaza contrôlée par le mouvement islamiste palestinien. Un nouvel épisode meurtrier du conflit qui prend sa source au milieu du XXe siècle. On va prendre la revue de presse dans un instant. C'est avec Héritier Tambois que nous allons fêter les journaux parus ce mardi. Bienvenue. Merci Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre avec ce sujet présidentiel 2023, la liste définitive des candidats attendus le 18 novembre prochain. C'est les titres du média Politico.cd. Oui, d'ailleurs Bédrine, à l'entame de cet article des Politico.cd, le média rappelle que la Commission électorale nationale indépendante a officiellement clôturé dimanche 8 octobre les opérations des dépôts et des traitements des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Au total, 24 candidatures ont été déposées selon Politico.cd à titre des comparaisons bien sûr, en attente de la liste définitive des candidatures retenues. Ceci est pour l'instant le deuxième total le plus élevé de l'histoire des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Par ailleurs, sur cette mentionne à sa une présidentielle de 2023, une femme sur le 24 candidatures enregistrées à la clôture du dépôt des dossiers le 8 octobre. Sur les 24 candidatures Bédrine, il n'y a qu'une seule femme, la personne de Marie-Josée Ifoku, qui était déjà candidate en 2018. Le rédacteur de l'article ajoute ceci: candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi figure bel et bien sur la liste. Absent en 2018, Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, est candidat cette fois-ci. Et sur cette note aussi les candidatures Bédrine de Martin Fayoulou, du docteur Mukwege et de Deli Sesanga. Puisqu'on parle élection Bédrine Kenge, Média Congo titre à la une: la CENI fixe les règles du jeu. Le tabloïd renseigne que la consultation de la liste provisoire des électeurs par centre des votes, avec indication bien sûr du bureau des votes, se fera auprès de l'agent appelé préposé d'affichage de la CENI. C'est ce qu'indique la centrale électorale dans un communiqué selon ce média publié lundi 9 octobre. D'après ce document, la liste provisoire des électeurs est publiée graduellement par province, par antenne et par site des votes, conformément à l'article 6 de la loi électorale et sur la décision numéro 11/CENI/AP/2023 du 5 octobre 2023 de la Commission électorale. Et vous avez également prévu un petit rappel historique sur la crise au Proche-Orient. Oui, on va les voir à travers ce titre du média RTBF qui dit « Guerre au Proche-Orient, le récap pour les ados ». Le rédacteur de l'article rappelle que depuis samedi matin, des combattants du Hamas, un mouvement palestinien considéré comme terroriste par Israël et certains pays occidentaux, attaquent Israël. Pourquoi les font-ils? S'interroge le média et estime que c'est pour récupérer le territoire d'Israël qu'ils considèrent comme palestinien, et ça c'est un conflit qui dure depuis 75 ans. Selon RTBF, Israël ne s'attendait pas à toutes ces attaques, mais se défend. Il riposte avec des frappes aériennes. Des combattants et des civils palestiniens sont tués. Bédrine, selon le Premier ministre israélien, le pays est en guerre, voulais-je dire, et l'ennemi va payer pour ce qu'il a fait. Un autre titre pour finir notre revue de presse, il s'agit du média Midi Libre. Attaque du Hamas,
quelle est l'origine du conflit israélo-palestinien qui a déclenché cette nouvelle vague des violences? Ce média rapporte que les tensions entre Israël et Palestine, peuple juif et arabe, existent depuis des années. Ces derniers, censés se partager un même territoire, sont divisés et se battent depuis 1948. Midi Libre indique que la Palestine est à l'origine une région du Moyen-Orient qui a vu ses frontières modifiées et ses territoires occupés depuis de nombreuses années. Alors, en résumé, Midi Libre ajoute que le Hamas cherche à obtenir un leadership sur la population palestinienne à travers la démobilisation des pays arabes qui tentent de normaliser leurs relations avec Israël. Et voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi. Bédrine Kenge. On peut dire une guerre de génération, Héritier Tamba. Tout à fait, vous l'avez dit. Merci pour cette sélection. Et je vous en prie. Et c'est également la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.